Bonjour à tous, moi c'est Kevin Cessel, je suis diététicien, docteur en nutrition et en métabolisme, et aujourd'hui on s'attaque à ce fameux livre qui a récemment fait beaucoup de bruit dans les médias. Je vous réserve quelques petites surprises intéressantes. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que le pic de glucose ne régule pas? Si vous n'êtes pas diabétique, dites-vous bien que vous êtes chanceux de ne pas avoir à réguler ce paramètre en permanence. Le business model de Jesse Inchauspé touche des royalties, des compléments alimentaires. Après, tout n'est pas bon à jeter à la poubelle dans ce livre. Est-ce que ces données sont de vraies données ou est-ce qu'elles ont été tirées d'un chapeau de magicien? Boire du vinaigre avant de manger un produit sucré. Alors, permettez-moi de pousser un petit coup de gueule. Et par la même occasion, j'ai découvert une petite supercherie, un petit tour de passe-passe, dirais-je. Ce n'est clairement pas sérieux. Vous êtes-vous déjà demandé si ce livre de Jesse Inchauspé, alias Glucose Goddess, était une révélation ou encore une simple mode passagère? Est-ce un bouleversement de notre compréhension de la physiologie humaine du glucose ou une bêtise à écarter? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui et vous allez voir, il va être assez délicat de démêler le vrai du faux de l'hypothèse potentielle scientifique. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Cessel, je suis diététicien, docteur en nutrition et en métabolisme, et aujourd'hui on s'attaque à ce fameux livre qui a récemment fait beaucoup de bruit dans les médias. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas Jesse Inchauspé, permettez-moi de vous la présenter brièvement. Donc Jessie est diplômée de mathématiques, elle a une licence en mathématiques et elle a un master en biochimie et elle a récemment défrayé la chronique avec son ouvrage qui est Faites votre glucose révolution. Asseyez-vous confortablement car on va analyser ce livre point par point, on va démystifier certains mythes, valider certains conseils ou encore dénoncer certaines dérives. Et surtout, je vais essayer de vous donner une lecture objective de ce livre, que j'ai mis un petit bout de temps à lire, et on verra un petit peu sur quoi se fonde ce livre d'un point de vue scientifique, notamment par rapport aux données scientifiques qu'on a disponibles à l'heure actuelle. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, car je vous réserve quelques petites surprises intéressantes, notamment sur le business model de Jesse Inchauspé, et on parlera aussi quand même un petit peu de l'écart qu'il y a entre la science, à mon sens, la vraie science publiée dans des articles scientifiques, et des petites choses qu'on peut voir publiées dans ce genre de livre. Alors, entrons maintenant dans le cœur du livre, à savoir les pics de glucose. Mais avant de commencer et de rentrer dans le détail de ce que c'est que les pics de glucose, on va refaire un petit point de physiologie. Alors, lorsqu'on consomme des glucides, que ce soit des crêpes, du riz, ou des chips, ou encore un dessert sucré qui contient du saccharose ou du glucose, le glucose issu de ces aliments va rapidement entrer dans le sang, créant ainsi ce qu'on appelle un pic de glycémie, c'est-à-dire une augmentation transitoire de la concentration sanguine en glucose. Alors, si nous ne sommes pas diabétiques, avant de manger, notre glycémie est stable aux alentours des 5 millimolaires ou des 1 g par litre, tout dépend de l'unité que vous utilisez, et c'est notre foie en fait qui libère ce glucose dans le sang pour maintenir un niveau constant. Finalement, ce taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie à jeun. En règle générale, une glycémie à jeun normale, elle va se situer entre 3,9 et 6 millimolaires. Mais dès lors qu'on va manger, le glucose qui va être assimilé et provenir de la digestion va entraîner une augmentation temporaire de cette concentration en glucose du sang. C'est le fameux pic de glycémie. En général, ce processus prend environ 2 heures, après quoi la glycémie revient à un niveau normal. En effet, dès que la glycémie augmente suite à notre repas, notre pancréas, cet organe qu'on a au niveau intestinal, va détecter cette augmentation de glycémie et se mettre à sécréter de l'insuline pour rediriger l'afflux de glucose vers nos cellules où il va être stocké sous forme de glycogène ou sous forme de graisse en fonction de l'état physiologique dans lequel vous vous trouvez. Il est important de noter ici que tout cela se fait sans intervention consciente de notre part. Et j'ai envie de vous dire, heureusement pour nous, parce que s'il fallait penser à chaque fois que vous mangiez
de sécréter de l'insuline pour le faire rentrer dans nos cellules, autant vous dire que je resterai peut-être un peu trop longtemps en hyperglycémie. Alors maintenant, la question fondamentale que pose le livre de Jesse Inchauspé, c'est finalement, est-ce que limiter les pics de glucose, c'est réellement bon pour notre santé? Et ici, quand bien même il ne faudrait pas être sectaire, la réponse est vraisemblablement oui. On pourrait rentrer un petit peu dans le détail des différentes études nous permettant de mettre en avant qu'avoir une alimentation à charge glycémique faible ou à index glycémique bas serait intéressant d'un point de vue métabolique. On pourrait citer un intérêt pour limiter les risques de développer de l'insulinorésistance. Ça pourrait aussi être bénéfique pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète, pour l'hypertension artérielle et plein d'autres pathologies qu'on appellera des pathologies chroniques. Donc en effet, limiter la durée pendant laquelle notre taux de glucose dans le sang reste élevé, ça semble être bénéfique pour notre santé. En revanche, un truc qui est important de souligner, c'est que ce concept, il est clairement pas nouveau. En fait, il a été inventé il y a de ça 40 ans par David Jenkins sous la forme de ce qu'on appelait l'index glycémique, finalement une espèce d'indicateur mesuré en laboratoire qui nous permet de comparer différentes excursions glycémiques en fonction de la consommation d'un aliment. Autrement dit, quel est l'effet d'un aliment sur la glycémie. Et gardez en tête que cette recommandation de limiter les index glycémiques hauts ou avoir des charges glycémiques faibles ou moyennes, c'est déjà transposé dans nos recommandations nutritionnelles que nous avons de l'équilibre alimentaire. Donc ici, rien de nouveau sous le soleil. Alors, quand bien même il existe des études montrant que moduler notre glycémie de façon plus stable pourrait être bénéfique pour notre santé, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faille devenir obsédé par notre glycémie? La réponse est non. Si vous n'êtes pas diabétique, dites-vous bien que vous êtes chanceux de ne pas avoir à réguler ce paramètre en permanence. Et même après avoir mangé une tartine de pain blanc avec une fameuse pâte à tartiner, bien que vous connaissiez une hausse de glycémie, cela n'est ni fatal ni dangereux. Votre corps va tout simplement réguler ça en moins de 2 heures, et c'est plié. En revanche, et j'insiste sur le « en revanche », est-ce que c'est bien de manger une baguette et un pot de pâte à tartiner tous les jours? Vraisemblablement un petit plaisir de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais si vous pratiquez ce genre de dérive tous les jours, effectivement, ça va être plutôt néfaste pour votre santé. On touche ici à un sérieux problème de fond, qui est viser une santé parfaite à travers l'alimentation, c'est dangereux, car nous allons en permanence conscientiser si ce que nous mangeons, c'est bon pour notre santé, c'est mauvais pour notre santé, et en fait ça va créer un désordre interne, et ça va créer un trouble qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est défini comme une obsession de consommer de la nourriture saine et bonne pour la santé coûte que coûte. Autrement dit, des choses qui peuvent être plaisantes ne vont peut-être pas être consommées si elles sont considérées comme étant malsaines. On est bien d'accord qu'il est louable de vouloir améliorer son alimentation, mais on parle d'équilibre alimentaire, et finalement que la perfection n'existe pas. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un sujet de philo, et c'est finalement assez bien résumé par le proverbe de Voltaire qui nous dit que le mieux est l'ennemi du bien. Autrement dit, à force de chercher à améliorer encore et encore et encore une chose qui est déjà bien, on risque au contraire de l'abîmer ou de la dégrader. On est d'accord qu'on s'écarte ici un petit peu du sujet, on va donc en revenir à nos moutons. Un point important à souligner, c'est que Jessie a un véritable talent de communicante. Son livre est très bien écrit et joue sur plusieurs niveaux. En fait, elle parvient à créer une histoire dans laquelle tout semble parfaitement logique, et ça commence finalement dès les premières pages de son livre. Elle commence par nous raconter une expérience personnelle tragique. Elle nous dit qu'après un plongeon avec des amis, elle se fracture le dos et frôle la paralysie à vie. Là, elle va venir jouer sur une corde sensible, celle de l'empathie. Le lecteur, il va se sentir attaché à elle, pensant « ça aurait pu m'arriver ». Et ce genre d'histoire, naturellement, crée de l'attachement et ça joue sur des sentiments humains qui sont universels. Ensuite, Jessie, elle nous entraîne dans son mal-être, dans sa douleur, son sentiment d'impuissance. Et c'est là, en fait, qu'on commence réellement à s'attacher au personnage et à vouloir aller plus loin. On espère, tout au long du livre,
qu'elle a trouvé une solution miracle pour résoudre tous ces problèmes de santé. Ici, le nerf de la guerre, c'est de susciter de l'espoir et de l'intrigue chez le lecteur, ce qui va renforcer l'envie de poursuivre la lecture du livre. Petit à petit, elle affirme aussi sa légitimité d'experte, en nous annonçant qu'elle possède 2 diplômes universitaires, un en mathématiques, un en biochimie, et qu'elle a découvert une méthode révolutionnaire qu'elle a testée sur elle-même, devenant ainsi son propre cobaye. Et là encore une fois, Jessie est très smart, très intelligente, et c'est là qu'on sent tout le talent de communicante, puisqu'elle utilise un langage et un jargon scientifique à la limite de l'incroyable. On peut lire par exemple « J'ai observé des résultats étonnants. C'était magique. Je menais mes propres expériences. L'enquête est devenue encore plus passionnante. » Et à la fin, elle nous laisse entendre qu'elle a fait des découvertes scientifiques incroyables qui permettent de résoudre divers problèmes du quotidien, comme par exemple les fringales, la fatigue, l'acné, l'infertilité, et j'en passe et des meilleurs. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que le pic de glucose ne régule pas? Et honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose, puisque techniquement, dans son livre, le pic de glucose est la raison de tous les maux de notre société à l'heure actuelle. Bon, on est d'accord, j'exagère un peu, mais si vous le lisez, vous vous apercevrez de ce que je dis, et que vraiment, elle en met une tartine longue comme le bras. Ici, et on va le voir, la problématique, c'est qu'à mon sens, tout n'est pas si simple. Et on va y revenir au fur et à mesure de la présentation. Jessie, elle va aborder, au travers de son livre, 10 conseils nutritionnels de manière, on va dire, un peu systématique. Finalement, elle commence toujours par une petite introduction, y ajoute quelques références scientifiques, puis présente un exemple auquel on peut s'identifier, accompagné de courbes de glycémie montrant l'effet potentiel de ces recommandations. Ça nous laisse donc croire qu'on fait face à un vrai ouvrage scientifique. Et on le verra, malheureusement, ce n'est pas le cas. On va donc maintenant passer en revue ces conseils pour évaluer leur pertinence de manière objective, en nous appuyant, bien entendu, sur des études scientifiques, et c'est là que réside l'essentiel de la question. Le livre de Jessie Inchauspé regorge de conseils nutritionnels, et le premier de ces conseils, c'est de manger dans le bon ordre. Elle nous dit par exemple que manger des pommes de terre, puis une salade, ça aura un impact différent sur notre glycémie que si nous avions mangé d'abord la salade, puis ensuite les pommes de terre. Alors ici, on peut raisonnablement se questionner dans la mesure où la quantité de glucides reste identique, mais en tant que scientifique, il faut rester ouvert d'esprit et se baser sur des faits, autrement dit des articles scientifiques publiés dans des journaux scientifiques. Alors regardons maintenant les faits et la démarche scientifique qui en découle. Jessie, pour illustrer cette idée et nous convaincre, nous montre 2 courbes de glycémie d'une seule personne. On a une courbe où la personne a commencé par les pommes de terre, et une autre courbe de glycémie où la personne a commencé par la salade. Et là, on s'aperçoit très vite que les résultats ils sont tout bonnement incroyables. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont réels? Ici, un des points clés de cet ouvrage, c'est est-ce qu'on peut faire de la science en se basant sur notre propre expérience personnelle avec un effectif de n égale 1. Je vais me faire l'avocat du diable, et pour illustrer cette image, je vais partir d'une expérience personnelle d'un jeune homme qui aurait par exemple sa grand-mère qui est fumeuse depuis qu'elle a 14 ans et sa mamie va bientôt fêter ses 100 ans. Vraisemblablement, ce jeune homme pourrait se dire « Ok, ma grand-mère fume depuis qu'elle a 14 ans, donc ça fait 86 ans qu'elle fume, et elle est plutôt en bonne santé. » Donc il pourrait se dire toute la publicité qu'on a autour du fait que le tabac est néfaste pour la santé, c'est et qu'en réalité, fumer, c'est plutôt bon pour la santé. Ou tout du moins que ça n'induit pas de pathologie. Encore une fois, j'ose espérer que je ne vous apprends rien en vous disant que le tabac tue et que c'est une vraie et qu'il est très 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 difficile de s'en défaire, et croyez en mon expérience, je sais de quoi je parle. Expérience personnelle, Kevin, c'est n'importe quoi? Oui, je sais. Ici, il est donc très important de rappeler qu'en science, une seule expérience ne suffit pas, ou que l'expérience personnelle, ce n'est pas suffisant pour tirer des conclusions solides. Alors, on est d'accord que c'est intéressant pour avoir des idées, mais il faut quand même plusieurs participants pour modéliser des moyennes et faire des statistiques pour valider ou infirmer une hypothèse. Alors, pour vous imager cela,
J'ai repris des données d'un ancien protocole de recherche où je vous présente l'excursion glycémique de 7 participants qui ont consommé exactement le même petit déjeuner en quantité identique. Donc normalement, dans une publication scientifique, on ne présenterait pas les données de gauche, mais bel et bien les données de droite, où on a créé une moyenne des excursions glycémiques de nos 7 participants avec cette petite barre en T là qu'on appelle l'écart type. Personnellement, ce qui me dérange dans ce livre, c'est qu'on vous fait croire qu'on fait de la science alors même qu'on publie des graphiques qui ne sont que des illustrations et qu'en aucun cas ce sont de vraies données scientifiques moyennées sur un effectif et un panel de participants. Et c'est ça qui est important de faire correctement en science. En fait, tous les scientifiques savent que les paramètres biologiques ont une certaine variabilité et qu'on ne peut pas malheureusement faire de statistiques avec un effectif d'une personne. Et c'est ça qui est important. Parce que comment je vais pouvoir valider ou infirmer mon hypothèse? C'est-à-dire ce que j'observe, est-ce que c'est dû au hasard? Ou est-ce que c'est vraiment dû à l'ordre des aliments? Ou dû à la chose que je suis en train de tester? Bah ça malheureusement, avec un effectif de 1, on ne peut pas savoir. Pour moi, le plus gros problème de ce livre, c'est de faire croire qu'on fait de la science alors qu'on est en train finalement de faire du marketing. De plus, on peut quand même se poser la question, est-ce que ces données sont de vraies données ou est-ce qu'elles ont été tirées d'un chapeau de magicien? Bon, on va partir du principe pour la présentation que ce sont de vraies données, mais encore une fois, techniquement, il n'y a aucune loi qui oblige Jessie à présenter de vrais résultats scientifiques. Elle peut très bien avoir tout inventé. Alors maintenant, on va passer au rationnel de l'explication de Jessie sur ce conseil qui est de consommer les aliments dans le bon ordre. Pour valider ses propos, Jessie nous cite 14 études scientifiques, ce qui nous donne finalement un air de crédibilité à ses arguments. Cependant, voici une petite astuce. Sur les 14 études qu'elle cite, en réalité seulement 3 ont véritablement exploré l'impact de l'ordre des aliments sur la glycémie. En d'autres termes, bien qu'elle cite beaucoup d'études, en fait toutes ne soutiennent pas son argumentation. Et par la même occasion, j'ai découvert une petite supercherie, un petit tour de passe-passe dirais-je, que je connaissais pas. C'est les acronymes HOP, CIT et IBID. Alors, en fait, c'est des acronymes qui sont utilisés tout au long du livre pour renvoyer à des références qui ont déjà été citées. Ici, ça va permettre d'augmenter artificiellement le nombre de références scientifiques sans réellement citer plus d'articles. Par exemple, si on reprend son livre, elle a 245 références qu'elle cite. Mais en réalité, il y en a 59 qui sont des hop-cites, autrement dit des références déjà citées. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a 186 études uniques dans ce livre qui sont citées. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est moyen, puisqu'en plus, pour un lecteur comme moi qui va aller vraiment creuser les choses, ça m'oblige à remonter dans la liste et de retrouver l'étude dont elle veut parler. Sauf qu'il se peut que des fois, l'auteur qu'elle cite ait eu plusieurs articles. Donc c'est à moi finalement de choisir lequel me paraît le plus sensé pour justifier ses propos. Et ça, c'est pas ce qu'on fait en article scientifique, c'est pas ce qu'on fait en science. Alors, on revient au cœur du sujet, qui est finalement, est-ce que l'ordre des aliments dans le repas, ça a un impact positif sur notre glycémie? Donc on va aller voir les 3 études citées de façon assez précise. Alors la première étude est une étude pilote qui a été publiée comme une e-letters, c'est-à-dire une espèce de mini-article scientifique. Cette étude, elle a été réalisée sur 6 femmes et 5 hommes atteints de diabète de type 2 et d'obésité de grade 1. Alors, je ne me fais pas la nouvelle définition de l'obésité, mais ici, pour le bien de la vidéo, on va garder en tête l'ancienne nomenclature obésité de grade 1, c'est-à-dire avec un IMC compris entre 30 et 35. Les sujets de l'étude ont participé à 2 journées test où on leur demandait de manger exactement les mêmes aliments, mais dans un ordre différent. Donc pour ce qui est de la première journée de test, les participants ont d'abord consommé un verre de jus d'orange avec du pain, puis 15 minutes plus tard, ils ont mangé le poulet, la salade et des légumes vapeur avec du beurre. Lors de la deuxième visite, ils ont fait l'inverse. Autrement dit, ils ont d'abord commencé par manger le poulet et les légumes, puis 15 minutes après, ils ont consommé le pain et le jus d'orange. Quand on regarde les résultats, on s'aperçoit en effet que la glycémie a augmenté plus lentement chez ceux ayant commencé par les légumes et le poulet, comparé à la journée où ils ont consommé le jus d'orange et le pain en premier. Cependant, ici, je m'arrête un petit peu avec vous parce qu'il y a 2 problèmes majeurs. Alors, d'abord, le premier,
c'est que le pain et le jus d'orange ont un index glycémique très élevé, autrement dit, ils sont assez rapides à déverser leur glucose dans le sang. Et n'oubliez pas qu'on leur demandait de manger ces deux aliments, d'attendre 15 minutes, et après seulement de manger leur, entre guillemets, vrai repas avec le poulet et les légumes. Donc ici, ça veut vraisemblablement dire que la digestion, en fait, elle a déjà commencé, et que finalement, on est en train d'observer la glycémie qui augmente d'une digestion un peu précoce, alors que ce qui ne sera pas le cas dans la deuxième condition. Autre petit point qui est quand même important de souligner, c'est que finalement, quand on regarde la glycémie des participants dans le groupe jus d'orange et pain en fin de repas, on s'aperçoit qu'elle continue d'augmenter 120 minutes après le repas, sans qu'on connaisse finalement l'évolution après, puisque les auteurs ne sont pas allés au-delà de 120 minutes de mesure. Et ici, un point crucial à rappeler, c'est que les patients étaient diabétiques de type 2, ce qui implique qu'ils régulent déjà de base assez mal la glycémie, ce qui complexifie un petit peu l'interprétation des résultats. Alors, on va maintenant passer à la deuxième étude qui a été menée sur 8 participants en bonne santé, et cette fois-ci, on a 4 hommes et 4 femmes qui n'ont pas d'antécédents médicaux familiaux de diabète. Donc, dans la même idée que la première étude, les participants ont dû consommer un même repas en quantité identique, mais avec des séquences, avec un ordre des aliments qui est différent. Donc la première condition, c'était de consommer, comme vous pouvez le voir, du riz, puis ensuite de la salade, pour finir par la viande. Il y avait une autre condition, c'était la salade en premier, le riz en second, et la viande pour finir. Et la dernière condition, c'était la salade, puis la viande, et il terminait par le riz. Donc ici, je vous montre les résultats des courbes des glycémies des trois conditions. En rouge, vous avez l'évolution de la glycémie quand on commence par le riz. En orange, vous avez quand le riz est au milieu du repas, et en vert, vous avez quand le riz est à la fin du repas. Une fois encore, on s'aperçoit que le fait de manger ces glucides en dernier dans le repas, ça semble quand même écraser un peu l'excursion glycémique. Les résultats montrent donc que finir son repas par les glucides, ça peut être une stratégie afin de limiter sa hausse de glycémie postprandiale. On passe maintenant à la dernière étude qui est citée dans ce livre, qui a été menée cette fois-ci chez 17 participants atteints de diabète de type 2 et d'obésité de grade 1. Donc les sujets ont été répartis en deux groupes. On en a 9 qui ont participé à 8 semaines de régime contrôle et 8 qui ont participé au régime entre guillemets expérimental. L'idée du régime expérimental, c'était que les participants recevaient exactement les mêmes conseils nutritionnels que l'autre groupe, mais en plus de ça, on leur demandait systématiquement s'ils pouvaient de consommer les glucides de leur repas après les aliments riches en protéines et après les aliments riches en graisses, autrement dit souvent à la fin du repas. Alors passons maintenant aux résultats de l'étude. Globalement, après 8 semaines de régime, tous les participants ont perdu à la fois du tour de taille, environ 3 cm dans chaque groupe, et environ 2 kg. Maintenant, intéressons-nous au métabolisme du glucose pour voir qu'il existe des réponses différentes. Et effectivement, globalement, dans le groupe contrôle, en fait, les scientifiques n'ont pas observé de modification de l'hémoglobine glyquée, qui est une espèce de marqueur de diabète. Ils n'ont pas non plus observé de modification de la glycémie à jeun, et pas non plus de modification de l'excursion glycémique après un repas. En revanche, dans le groupe expérimental, les chercheurs ont observé une amélioration de ces 3 paramètres chez les participants qui avaient consommé leurs glucides en fin de repas. Donc souvenez-vous, ici on demandait aux participants de juste consommer les aliments glucidiques en fin de repas. Ça pouvait être les féculents du repas, et ça pouvait être aussi les desserts sucrés. Dans cette étude, nous montre que l'ordre des aliments peut aussi avoir un impact positif sur la gestion de la glycémie, mais là, encore une fois, on est en train de parler d'une population atteinte de diabète, ce qui limite quand même clairement l'applicabilité à la population générale. Donc si on résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, au total, on a une étude avec 8 participants en bonne santé et 2 études avec au total 28 participants diabétiques. Alors, à ce stade, il est quand même assez prématuré de tirer des conclusions sur l'impact de l'ordre des aliments sur la glycémie. Surtout, on va dire, avec l'échantillon qui est assez restreint pour la population saine. Gardez en tête qu'on a fait l'expérience qu'avec seulement 8 participants, ce qui n'est pas énorme en science. On est d'accord que c'est ultra intéressant pour les chercheurs, c'est une hypothèse de recherche très intéressante qu'ils doivent de creuser, mais ça reste une hypothèse. Ça reste quelque chose qui est encore à valider sur des plus larges cohortes, sur des centaines, voire des milliers de personnes, et non pas seulement sur 8 personnes. Donc oui, c'est une hypothèse intéressante, mais non, ce n'est pas un consensus scientifique. Alors maintenant, on va passer
au deuxième point à chaque fois que Jesse nous aborde dans son livre, c'est-à-dire l'explication physiologique de ce qui se passe pour expliquer les effets potentiels. Jesse nous dit que ce sont les légumes qui joueraient un rôle dans l'estomac. Elle compare l'estomac à un évier et l'intestin à la canalisation en dessous. Donc jusqu'ici, tout va bien. En revanche, la suite, vous allez voir, est un peu plus capillotractée et malheureusement fausse d'un point de vue physiologique. Elle explique qu'en fonction de ce qu'on mange en premier, ce qui passera en premier vers notre intestin, ce sera les légumes s'ils ont été consommés en premier. Ils vont tapisser, enrober l'intestin, ce qui va ralentir l'absorption des glucides. Un peu finalement comme si vous déposiez des strates d'aliments les uns au-dessus des autres dans votre estomac, et finalement le premier arrivé serait le premier sorti. A l'inverse maintenant, si vous mangez les pommes de terre en premier, elles vont passer en premier dans le tube digestif, ce qui fait que très vite votre glycémie va augmenter. Malheureusement, cette vision ne tient pas compte de la réalité physiologique, en fait c'est un concept faux. En effet, l'estomac est conçu pour mélanger les aliments avec des sucs gastriques, des enzymes, pour en faire une bonne pâte bien homogène, avant d'envoyer de petites doses à l'intestin. Donc l'explication de Jesse est complètement fausse, on est bien d'accord. Et finalement, si on suivait sa logique, on aurait alors des aliments qui se superposent les uns les autres dans notre estomac comme des couches. Et je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de vomir au moins une fois dans votre vie, et vous savez pertinemment que quand vous vomissez, vous ne vomissez pas en premier le dessert, en second le plat principal, et en dernier la petite entrée. En règle générale, vous avez une bonne flaque de tout ce que vous avez mangé bien mélangé. Donc encore une fois, ça ne tient pas comme explication physiologique. D'ailleurs, les chercheurs des études précédentes dont je vous ai parlé, ils émettent des hypothèses pour expliquer un petit peu l'effet potentiel. Ils mettent en avant l'effet potentiel des fibres des légumes, qui jouerait finalement sur la vitesse à laquelle l'estomac se vidange, ou ils parlent aussi de la sécrétion d'une autre hormone, une hormone intestinale qu'on appelle le GLP-1, qui pourrait être influencée aussi cette fois-ci par l'ordre des aliments. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses de recherche. Alors que retenir finalement de ce premier conseil de manger dans le bon ordre ? Alors, si la raison première de manger dans le bon ordre, c'est de limiter ses excursions glycémiques, on peut se dire, allez, pourquoi pas, mais gardez en tête que c'est une piste de recherche et que l'évidence scientifique, elle est plutôt faible à la lumière du peu d'études scientifiques qu'on a. En revanche, une chose qui est très importante à rappeler, c'est qu'il existe une littérature scientifique assez détaillée, mettant en avant que ça permettrait finalement de mieux gérer son apport calorique. Comment ? Tout simplement, finalement, parce que si vous commencez à remplir votre estomac avec des légumes, qu'ils soient crus, cuits, en soupe, peu importe, il restera moins de place pour le reste. Finalement, on pourrait le caricaturer en disant qu'il restera moins de place pour le dessert. Et en effet, il a été bel et bien démontré à maintes reprises que commencer son repas par un légume cru ou cuit, ou même un fruit, ou même une soupe, ça aidait à mieux gérer son apport calorique global sur un repas. L'idée, c'est de précharger son estomac avec des aliments plutôt faibles en calories, et ça permet de réduire la tentation qu'on aura quand on va se servir des féculents dans notre assiette ou quand on va se servir du plateau de fromage ou du dessert. Ici, on est sur un conseil, certes très simple, mais efficace pour mieux gérer son alimentation. Et autre point positif au passage quand même, et c'est là à mon sens le nerf de la guerre, c'est que ça va permettre de drastiquement augmenter la consommation de fruits et de légumes sans même vous en apercevoir. C'est donc son deuxième conseil qui est d'ajouter un légume en entrée de tous vos repas, et là pour le coup je suis excessivement d'accord avec elle. En fait on va jouer sur 3 grandes choses avec ça. On va avoir le premier effet, c'est l'idée que vous allez forcément manger une portion de légumes en plus. Et finalement, ça, c'est top. Deuxième point important, c'est que vous allez obtenir cet effet précharge et donc finalement commencer à étancher votre faim avec un aliment assez faible en calories. Et troisième effet qui se coule, c'est que vous allez jouer sur l'index glycémique de votre repas et donc sur le pic de glucose. En effet, l'index glycémique de votre repas, il va être influencé par la quantité en fibres qu'il contient. Par exemple, il est préférable de manger des pâtes complètes plutôt que des pâtes blanches. Car les pâtes complètes, en fait, elles contiennent plus de fibres. Mais finalement, une autre manière d'arriver à augmenter son apport en fibres sur son repas, c'est de manger par exemple une petite salade et des pâtes blanches. Ce sera mieux que de manger que des pâtes blanches. Et en plus de ça, il est fort probable que le fait d'avoir commencé par manger votre salade, ça diminue aussi un petit peu la portion de pâtes que vous allez vous servir. Et donc que vous allez manger moins
de glucides. Vous allez donc faire d'une pierre 3 coups. Alors ici, j'attire votre attention sur vraiment le nerf de la guerre de l'histoire. C'est que c'est pas tant l'ordre des légumes qui soit en premier, en dernier. En fait, ce qui est important et ce qui est le nerf de la guerre ici, c'est de motiver les populations à consommer plus de fruits et de légumes. Car quand on regarde cette enquête d'Eurostat, on apprend quand même que 33% des Européens déclarent ne pas consommer de fruits et de légumes tous les jours. 55% entre 1 et 4 portions par jour, et seulement 12% avec les recommandations de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Rendez-vous compte, seulement 12% de la population européenne consomme les fameuses 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est excessivement peu. Donc on a ce slogan qui passe à la télé, mais finalement on n'entend plus. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous en France, on est un petit peu mieux, puisqu'en réalité, on a 19% de la population qui arrive à consommer ces 5 portions de fruits et légumes par jour, mais c'est encore trop peu. Et ça, c'est un des conseils les plus sensés au monde. Mangez plus de fruits et légumes. Sauf que quand je vous le dis comme ça, et que je vous explique pas ce qui se passe par derrière, c'est vu et revu, et on a tendance à plus trop y croire, puisque finalement, c'est pas très marketing et pas très sexy à dire. Alors, autre point controversé dans son livre, Jesse nous remet en cause l'idée que la régulation du poids repose simplement sur un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que l'on dépense. Alors elle dit, et je cite, « Pour perdre du poids, suffit-il de réduire ses apports caloriques ?» On l'a longtemps pensé, mais ce mythe a lui aussi été brisé. Alors on va aller voir un petit peu sur quoi elle s'appuie pour nous dire ça, et je vais vous expliquer pourquoi elle se trompe. Pour remettre en cause tout un pan de la littérature, Jesse nous cite seulement un article scientifique. Donc personnellement, je m'attendais vraiment à un article qui soit vraiment un game changer. Je suis donc allé lire l'article avec grand intérêt, mais déjà le titre il m'a laissé un petit peu perplexe. Alors on va aller le voir ensemble, histoire que vous compreniez bien la supercherie. Donc dans cette étude, en fait les auteurs ont recruté 34 participants atteints de surpoids et de prédiabète. Il y a 18 participants qui ont suivi pendant un an un régime contrôle, c'est-à-dire, on va dire, un régime hypocalorique normal, et il y a 16 participants qui ont suivi pendant un an un régime cétogène, c'est-à-dire un régime avec excessivement peu de glucides pour forcer le corps à passer en cétose dans l'idée qu'il pourrait mieux brûler leur graisse. Ici, voici les résultats. Donc dans le groupe régime contrôle, les participants ont perdu en moyenne 1,7 kg, ce qui est nettement moins que dans le groupe régime cétogène, où les participants ont perdu en moyenne 7,9 kg. Mais attention, ça ne signifie pas que le principe de la balance énergétique est obsolète. Ici, il faut garder en tête que la perte de poids, c'est une question d'équilibre entre les calories ingérées et les calories dépensées. En revanche, on est bien d'accord qu'en conditions de vie réelles, cela veut aussi dire que les participants ayant suivi le régime cétogène, finalement, ont mieux réussi à créer un déficit sur du plus long terme que ceux qui suivaient le régime contrôle. C'est ça que veut dire l'article. C'est pas du tout qu'il remet en cause l'idée de la balance énergétique. Donc dire que les calories ça ne marche pas et que c'est un mythe, ce n'est clairement pas sérieux. Ici, elle fait appel à une étude qui parle d'un régime cétogène, ce qui n'a strictement rien à voir avec sa thématique et l'idée du pic de glucose. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en fait elle avait déjà une esquisse de réponse par rapport à un article qu'elle a déjà cité. Et c'est là où on sent un petit peu la roublardise de dire ce qu'on a envie de dire en citant des articles qui sont pas forcément très intéressants pour dire ce qu'on a envie de dire. Tout à l'heure, je vous parlais d'un article sur l'ordre des aliments, et donc du potentiel, on va dire, de limiter les excursions glycémiques grâce à l'ordre des aliments. Et ça tombe bien parce qu'en fait, dans cette étude, ils avaient démontré que les participants qui avaient un régime contrôle ou un régime avec un ordre des aliments spécifique perdaient exactement le même poids sur 8 semaines. On était à 1,9 kg en moyenne dans un groupe et à 2 kg dans l'autre groupe. Donc encore une fois, en aucun cas elle remet en cause le concept de la balance énergétique. Ce n'est absolument pas un mythe. Ici, c'est juste qu'il y a une méconnaissance de ce qu'on fait en laboratoire et de ce qu'on peut faire en vie réelle. En vie réelle, si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez spontanément manger un peu plus. Posez-vous la question chez vous. Une petite expérience que je veux vous faire prendre conscience. Quand vous vous servez d'un plat, vous voyez que vous mettez une louche ou deux en fonction de votre faim. Mais cette louche, elle était plus ou moins chargée au départ. Finalement, là, on est sur un ajustement qui est vraiment très subtil, qui est inconscient. Vous le faites un peu spontanément. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est quelle est la subtilité, qu'est-ce que votre corps va vous dicter comme subtilité, et non pas l'idée de remettre en cause tout un pan de la recherche. Donc le souci ici pour moi, c'est qu'elle simplifie nettement trop la question.
La perte de poids est effectivement influencée par l'équilibre énergétique. Mais dans la vraie vie, le comportement alimentaire spontané, et j'insiste sur l'idée du spontané, il peut entraîner une surconsommation calorique, tandis qu'une alimentation plus saine peut favoriser la satiété et ainsi réduire la consommation de calories, et ce de façon complètement spontanée. On va prendre en exemple une seule étude pour vous matérialiser un petit peu ça. Donc dans cette étude, on a des chercheurs qui ont recruté 10 hommes, 10 femmes, et ils les ont fait participer à 2 périodes de 14 jours, à savoir soit 14 jours d'alimentation ultra transformée et 14 jours d'alimentation brute. Ici, la petite particularité de cette étude, c'est que les participants venaient manger matin, midi et soir au laboratoire. Et on leur proposait à chaque fois un repas. Ici, la seule consigne que recevaient les participants, c'était de ne manger bien entendu qu'au laboratoire, de ne rien consommer d'autre à côté, à part de l'eau, et ils devaient manger le plat qu'ils avaient en face d'eux jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. Donc on leur disait bien, dès que vous avez plus faim, vous arrêtez de manger, il n'y a pas de souci. Donc ici, je vous montre un exemple d'une journée avec alimentation ultra transformée, et je vous montre un exemple d'une journée avec alimentation brute. Là où les scientifiques ont été très 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 intelligents, c'est qu'en fait, tous ces repas amènent autant de calories et de macronutriments entre les deux conditions. Ici, gardez bien en tête que nous sommes dans un protocole où les participants mangent de façon spontanée à leur faim. Alors, passons maintenant au résultat. Ici, quand on regarde l'apport calorique journalier entre les deux conditions, on s'aperçoit qu'en moyenne, les participants consomment 500 kcal de différence, et ils consomment du coup 500 kcal de plus quand ils sont confrontés à une alimentation ultra transformée par rapport à quand ils sont confrontés à une alimentation brute. Résultat des courses, au bout de 14 jours, on s'aperçoit que les participants, quand ils ont fait la condition alimentation transformée, ils ont pris 1 kg au bout de 14 jours, et à l'inverse, quand ils ont fait la condition alimentation brute, ils ont perdu 1 kg au bout des 14 jours. Là, on pourrait se dire, mais par quel miracle ils ont pris ou perdu du poids ? C'est tout simplement parce que dans un cas, ils avaient une balance énergétique positive, auquel cas ils mangeaient trop de calories par rapport à ce qu'ils dépensaient, et ils ont donc stocké cet excédent sous forme de graisse, et à l'inverse, en conditions d'alimentation brute, ils ont créé une restriction calorique, autrement dit une balance énergétique négative, ce qui veut dire qu'ils consommaient moins de calories par rapport à ce qu'ils dépensaient. Et le manquement, ils sont venus le puiser dans leurs réserves de graisse. Donc le concept de la balance énergétique n'est pas remis en cause. Donc oui, les calories comptent. Mais dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'apport spontané des calories est dépendant de votre alimentation. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Autrement dit, compter les calories, ce n'est qu'un outil. Et il peut, comme tout outil, être utilisé à bon ou à mauvais escient. Maintenant, on va prendre l'exemple inverse. Et là, je vais vous donner un exemple complètement acadabrantesque. Je me dis, ok, moi je brûle et je dépense 2500 kcal par jour, et finalement je voudrais perdre du poids en mangeant que de la malbouffe. Si je veux réellement perdre du poids, il faudra juste que je consomme moins de calories. Autrement dit, je vais peut-être me mettre à 2000 kcal par jour. Ici, mes apports sont en dessous de mes dépenses, et je vais donc perdre du poids. En revanche, dans ce cas précis, il y a fort à parier que si je prends 2000 kcal sous forme de malbouffe, je vais avoir excessivement faim toute la journée. C'est d'ailleurs comme ça que ce monsieur-là, qui a fait les gros titres, a réussi à perdre du poids en mangeant McDo matin, midi et soir. Je sais pas si vous avez vu, mais ça avait fait les gros titres. On pouvait lire « Régime improbable, il perd 26 kilos en ne mangeant qu'un McDo. Quelle est cette méthode intrigante et efficace ?» Finalement, la réponse, elle est simple. C'est le principe de la balance énergétique. En revanche, ce qu'on vous a pas dit, c'est que le monsieur, là, il a eu faim toute la journée. Donc pour conclure, on est sur une absurdité totale, mais il faut bien l'avouer, c'est amené de manière très subtile, ce qui peut nous induire en erreur. Ici, il faut dénoncer une dérive plus que présente dans cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Alors, c'est quoi le cherry picking ? Alors, traduit en bon français, ce serait l'idée de présenter de façon sélective des données qui vont donner du crédit à son opinion, tout en omettant d'autres données qui ne vont pas dans notre sens. Alors, par exemple, imaginons que je sois climato-sceptique et que j'ai envie de vous montrer des données qui vont dans mon sens. Je vais délibérément vous montrer des données entre 1998 et 2012, et je vais vous dire que finalement la tendance mathématique, la courbe de tendance, nous dirait que globalement c'est plutôt stable. Sauf que maintenant, si je suis honnête avec vous et que je dézoome avec toutes les données qu'on a à disposition, vous vous apercevrez que la tendance, elle est nettement haussière.
Ce problème de cherry picking, on le retrouve sur un bon nombre de vidéos sur les réseaux sociaux, et d'autant plus en nutrition. En fait, c'est toujours plus simple de montrer que tout va dans le bon sens que vous montrer des contradictions et de la nuance. Un bel exemple de cherry picking, c'est à mon sens cette vidéo sur les produits laitiers du professeur Joyeux, qui va globalement vous dire que les produits laitiers sont toxiques pour votre corps, d'autant plus les produits laitiers issus de la vache, puis il y a produits laitiers et produits laitiers. Et en fait, ce qu'il oublie de vous dire, il omet délibérément de vous montrer des données qui vont à contresens de ce qu'il est en train de vous avancer, à savoir que les produits laitiers pourraient être bons pour la santé. D'ailleurs, si vous voulez une réponse plus nuancée, n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo sur les produits laitiers, et de toute manière, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui veulent. Alors, au passage, ça me fait penser, pour celles et ceux qui souhaiteraient apprendre à lire des articles scientifiques, et je dis bien apprendre à lire correctement des articles scientifiques, savoir où les trouver, savoir les hiérarchiser, savoir interpréter des résultats avec des statistiques, je propose une formation en visio sur une journée, et je propose une journée par mois. Donc pour ceux et celles que ça intéresserait, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit en me mettant un petit commentaire, et je vous recontacte. D'ailleurs, dernière petite chose, et après j'arrête de vous embêter, si les vidéos que je poste, les petits quiz vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me motive de lire vos commentaires, et que finalement ça me donne envie de continuer de créer du contenu. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, pour moi ce sera d'une grande aide. Et je vous dis par avance un grand merci. Allez, on passe au conseil suivant qui est de lisser la courbe du petit déjeuner. Alors, on va revenir sur ce qu'on peut lire dans le livre. On nous dit, les études montrent qu'après un petit déjeuner qui provoque un gros pic, j'ai coupé au milieu parce que la phrase était trop longue, résultat, notre déjeuner et notre dîner provoquent eux aussi de plus gros pics, et on nous cite une étude. Alors forcément, moi quand j'ai ce genre de choses, ça éveille ma curiosité de scientifique, et je suis allé voir un petit peu ce que nous disait cette étude en particulier. Alors je vous montre un petit peu l'étude, et puis vous ferez votre propre avis si on a le droit de dire ça ou pas. Donc dans cette étude, les auteurs ont testé l'influence d'un petit déjeuner contenant beaucoup de glucides par rapport à un petit déjeuner contenant pas de glucides sur l'excursion glycémique des repas du midi et des repas du soir. Bien entendu, gardez en tête que là, les repas apportaient exactement les mêmes aliments dans les deux cas. Alors, quand on regarde les résultats de glycémie, effectivement, on s'aperçoit, comme attendu, que le petit déjeuner qui contenait des glucides fait augmenter la glycémie, tandis que le petit déjeuner qui ne contenait pas de glucides ne fait pas augmenter la glycémie. Bon, jusqu'ici, tout va bien, c'était attendu. Maintenant, qu'en est-il des deux autres repas ? Pas grand-chose. Globalement, les glycémies ont évolué exactement de la même façon au repas de midi et au repas du soir. D'ailleurs, les auteurs de l'étude le disent très clairement. Le petit déjeuner faible en glucides a significativement réduit l'hyperglycémie postprandiale après le petit déjeuner. Bon, ça c'est normal, c'était attendu. Et ils disent bien, n'a pas eu d'effet sur la glycémie après le déjeuner et le dîner. Donc on vous ment. Après, tout n'est pas bon à jeter à la poubelle dans ce livre. On est bien d'accord. Mais c'est à mon sens beaucoup trop romancé et beaucoup trop caricatural et pas forcément très scientifique. Alors il y a un truc qu'on apprend qui est très sensé, par exemple, qu'il serait mieux de manger une petite tartine de pain complet avec une matière grasse, un produit laitier et une orange, plutôt que de manger des céréales ultra transformées dans un bol de lait avec un jus d'orange industriel. Et oui, là on est d'accord, il n'y a pas photo. Le petit déjeuner de gauche est nettement mieux que le petit déjeuner de droite, quand bien même ils sont composés des mêmes catégories d'aliments. Ici, les différences santé vont être liées à la quantité de fibres, au degré de transformation des aliments, au volume des aliments, c'est-à-dire l'espace qu'ils vont occuper aussi dans votre estomac, et on pourrait parler encore de plein d'autres choses. Mais c'est pas le but de la vidéo. Alors, passons maintenant à un autre conseil, qui est que tous les sucres se valent. Quand bien même ce titre est à mon sens un peu putaclic, autrement dit c'est juste pour faire le buzz, les explications qui sont données sont plutôt bonnes, et là pour le coup je suis totalement d'accord avec ce que nous dit Jessie sur l'idée que tous les sucres se valent. Ici elle nous met en garde contre les dérives de l'industrie du sucre, qui mettent souvent en avant des produits naturels, issus de l'agriculture biologique, comme étant finalement des produits sains et des produits bon pour notre santé. Elle nous fait même un petit focus sur le fructose très présent dans le sirop d'agave, induisant un index glycémique bas, mais elle nous dit que c'est qu'un argument marketing pour vous le vendre, alors même que finalement, on s'en fiche. Comme toute bonne chose, le sucre, il ne faut pas en abuser. Peu importe qu'il soit bleu, vert, blanc, complet, pas complet, on s'en fiche royalement.
Et ici, je suis tout à fait d'accord avec elle que le premier truc qui prime, c'est d'abord la quantité, et ensuite et seulement après la qualité. Mais j'ai envie de vous dire, la qualité, c'est plutôt une question de goût. On est d'accord que ça ne veut pas dire qu'il faut complètement exclure le sucre de son alimentation. Vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs de temps en temps. Mais ce qui est important, c'est de limiter la quantité de sucre. Et là, je coupe court tout de suite au débat qu'on a sur certaines vidéos, qu'on retrouve sur les réseaux, qui vous disent « Ah là là, moi j'ai complètement arrêté le sucre, il faut complètement l'arrêter », ou même il y en a qui vont encore plus loin, qui vous disent « Bah moi j'ai carrément même arrêté les fruits, parce que dans les fruits il y a du fructose et que c'est pas bon pour la santé », là on s'arrête tout de suite, c'est du grand n'importe quoi, d'accord ? On a le droit de manger un petit peu de sucre sans pour autant que ce soit néfaste pour notre santé, c'est d'ailleurs comme ça que les recommandations sont designées, et il faut... C'est même pas on a le droit, c'est il faut consommer des fruits pour avoir accès à des fibres, des vitamines, des minéraux. Et plus vous privilégiez le fruit frais, mieux c'est. Alors passons maintenant à un autre bon conseil de Jessie, c'est l'idée de bouger après le repas. Alors oui, il y a pu à démontrer que la petite balade digestive, c'est une très bonne idée pour limiter l'excursion glycémique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de contracter vos muscles va faire recruter des transporteurs au glucose à la membrane des cellules musculaires, et en fait ça va mimer un petit peu l'effet de l'insuline. Autrement dit, votre muscle va spontanément se mettre à prendre le glucose du sang et le stocker, voire même l'oxyder parce que vous êtes en activité physique. Ici, on parle seulement de l'effet positif de l'activité physique sous l'angle de la glycémie, ce qui est à mon sens très très fortement réducteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres effets positifs de l'activité physique, que ce soit sur la santé physique et mentale, le bien-être, la qualité de vie, et surtout la prévention de la majorité des maladies chroniques. Donc j'ai envie de vous dire, peu importe que vous fassiez du sport, à jeun le matin, après le repas, avant le repas, en milieu d'après-midi, on s'en fiche royalement. Ce qui est important, c'est de faire plus d'activité physique, parce que malheureusement, on tend à faire de moins en moins d'activité physique et de sport. En France, on a un rapport de l'ANSES qui est publié en 2022 qui nous dit que 95% de la population adulte est exposée à un risque santé à cause d'un manque d'activité ou à cause d'un temps passé assis trop long. 95%, c'est énorme. Donc oui, il faut bouger, et c'est d'ailleurs pas pour rien que l'OMS nous recommande, pour notre santé, de bouger au moins, de faire 30 minutes d'activité physique modérée par jour, et ce, 5 fois par semaine. Donc oui, bouger. Si c'est après manger, c'est très bien. Si c'est avant, c'est très bien aussi. Alors, passons maintenant à un autre conseil, qui est de boire du vinaigre avant de manger un produit sucré. Alors, l'idée qu'on vous donne ici, c'est de mettre une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau, et de le boire par exemple avant de manger un aliment sucré. Alors ma réponse, elle va être très simple et concise, car pour moi on va dire il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous aimez boire de l'eau et du vinaigre, auquel cas, si c'est un bon accompagnement pour vous avec le carreau de chocolat, allez-y, vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. En revanche, si comme moi, vous n'aimez pas boire de l'eau et du vinaigre, vous allez boire votre boisson chaude favorite, comme un café, un thé, une tisane, ou même un verre d'eau, avec votre produit sucré et votre petit carreau de chocolat, et vous garderez le vinaigre à mettre dans la crudité en entrée. Mais on ne boit pas de l'eau et du vinaigre si on déteste ça, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Je ne dénombre malheureusement plus le nombre de patients qui pratiquent ce genre de choses alors même qu'ils détestent. Ça n'a pas de sens. Si on n'aime pas, on le fait pas. Point. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les effets métaboliques et digestifs potentiels du vinaigre, parce que j'en avais déjà fait une vidéo. Je vous mets pareil, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Par contre, ici, permettez-moi de pousser un petit coup de gueule. Si tant est que le vinaigre soit d'une petite aide, que votre vinaigre y soit d'une marque distributeur ou qu'il soit estampillé Glucose Goddess, vous pouvez espérer les mêmes petits effets. Alors, je ne suis absolument pas sponsorisé par Carrefour, mais quand je vois que le vinaigre estampillé Glucose Goddess, il est vendu 15 € au lieu de 1,30 €, je trouve ça très très clairement abusé. Voilà, on va pas se mentir, c'est abusé. Ici, faut bien vous dire que Glucose Goddess s'est accoquiné avec la marque Archie, ce qui leur permet de proposer ce vinaigre 11,5 fois plus cher qu'une marque distributeur. Alors, il peut être bio, il peut être tout ce que vous voulez. Encore une fois, en aucun cas, ça vaut ce prix, d'accord ? Donc là, c'est ni plus ni moins pour que Jessie touche des royalties sur un produit où ils vont marger le plus possible. C'est ça qui m'embête.
D'ailleurs, ce qui est un peu plus problématique là déjà, pour moi, c'est que quand on va sur le site, Archie et Glucose Goddess sont associés, ils nous vendent tout un tas de packs plus chers les uns que les autres, vantant des effets santé incroyables. On a même par exemple un pack perte de poids et un pack détox et énergie. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à améliorer sa santé. Alors on en arrive sur un truc qui pour moi me choque le plus, en fait c'est l'énorme business que développe Jessie Inchauspé autour de son livre. Alors comme on vient de le voir, le vinaigre, c'est un premier business, elle le met comme un outil précieux pour réguler votre glycémie, et puis elle s'associe avec une marque pour en vendre à un prix exorbitant, c'est-à-dire 10 fois plus cher qu'un vinaigre, sous prétexte qu'il est Glucose Goddess. Mais c'est pas tout. Elle propose aussi maintenant des compléments alimentaires prétendant réguler les pics de glucose pour la modique somme de 58,50 € en promotion, et affirme que ces produits sont prouvés par des études cliniques. Et en fait, ces compléments n'ont jamais été testés de manière scientifique sérieuse. C'est tout simplement du marketing pur et dur. Alors en fait, elle met en avant des effets immédiats, jusqu'à 40% de réduction du pic de glucose et jusqu'à 40% de réduction du pic d'insuline. Alors vous noterez, là, c'est le jusqu'à. Ce qui veut dire qu'elle peut aussi entraîner aucun impact, et ce ne sera pas problématique. De plus, elle va mettre en avant une glycémie à jeun abaissé, une réduction d'hémoglobine glyquée, une réduction de la résistance à l'insuline, une augmentation du GLP-1. Donc on a ici un médicament parfaitement designé pour sonner le diabète de type 2. Et encore une fois, ce n'est pas sérieux. Honnêtement, s'il était possible d'obtenir de tels résultats avec des compléments alimentaires, alors déjà d'une, ce serait peut-être pas un complément alimentaire, mais plutôt un médicament, et autant vous dire que les industriels pharmaceutiques sauteraient directement sur l'occasion pour vendre ça pour les diabétiques, par exemple. Alors elle met sur son site les études à l'origine de ces soi-disant effets, et aucune de ces études, c'est là où, pour moi c'est incroyable, n'a testé l'effet conjoint de ces différents composés aux posologies qu'elle recommande. Donc les effets qu'elle vous dit, ils sont extrapolés d'autres études qui ont testé un complément par un complément à des doses souvent plus importantes, et elle utilise les études qui ont les effets les plus prononcés. Voilà, l'evidence-based derrière, c'est dire de son complément alimentaire. Et pour finir, et la cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, Jessie, elle vend aussi une formation à 2499 $ pour devenir expert en glucose. En fait, elle s'est fait récemment épingler par le Nouvel Obs pour cette pratique commerciale, on va dire, plus que juteuse. Et ici, on fait face à un exemple flagrant de la commercialisation de la santé à des fins lucratives. Si vous connaissez le prix d'une formation professionnelle, vous savez que ce n'est pas à 2500 € la formation. Sauf si cette formation dure une semaine. Mais c'est pas le cas. Alors, accrochez-vous bien, une manière efficace d'obtenir tous ces effets métaboliques est déjà bien connue, mais elle n'est que très peu connue du grand public, et je vais vous révéler ce grand secret. Ça s'appelle l'équilibre alimentaire, associé à de l'activité physique. Ici, la problématique, quand je vous dis ça, c'est que l'équilibre alimentaire, c'est plus sexy, et c'est pas marketing. Alors que si je vous dis limitez vos pics de glucose, waouh, c'est marketing. Mais on pourrait se dire, finalement, il y a des scientifiques qui le font, qui envisagent l'équilibre alimentaire sous l'angle du microbiote ou sous l'angle de l'action anti-inflammatoire, et donc des effets potentiels. Et si je vous raconte l'histoire de la sorte, peut-être que ça aura plus d'intérêt chez vous. Mais dites-vous bien qu'une assiette bien calibrée en différents aliments, et hop, le tour est joué. Et je vous avais déjà fait une vidéo sur l'idée de l'équilibre alimentaire. Et en plus de ça, si vous associez à ça une activité physique ou du sport, vous verrez, les résultats sont incroyables. Ici, on pourrait se dire, du coup, pourquoi vouloir réinventer la roue? Vous l'aurez compris, la clé réside dans une alimentation équilibrée, modérée et surtout non obsessionnelle. Je vous souhaite une journée nutritionnellement équilibrée et ensoleillée, et je vous dis à la prochaine.